Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal Vive la civilisation européenne. Nous sommes cette fois-ci enregistrés, nous l'enregistrons exactement le 16 juillet pour une émission diffusée le 4 août à 19h30. Donc je n'aurai pas le plaisir de recevoir vos différentes questions. Vous pourrez éventuellement les poser sur les réseaux sociaux, l'endroit où nous publierons cette émission intégrale à son issue. Aujourd'hui, un sujet qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est celui des vacances. Dans une société où l'industrie des agences de voyage et des clubs de vacances, mais aussi d'une certaine façon le rythme scolaire, impose souvent leurs injonctions au départ, nous interrogerons dans cette émission la notion même de vacances. Les vacances, ce temps en théorie consacré au repos, n'a cessé de se transformer au cours de l'histoire. Et en saisir ce que prendre des vacances veut dire n'est pas chose simple. Entre l'emprise du négocium généralisé, la frénésie des loisirs obligatoires, le temps de la formation de soi, de l'osium studieux et méditatif nous échappe de plus en plus. Alors, quels objectifs se fixent ceux qui partent en vacances, et d'ailleurs partent-ils? Assiste-t-on à une course effrénée, à celui qui part le plus loin, le plus longtemps ou au prix le plus abordable? S'agit-il de fuir son quotidien, se créer de nouveaux terrains de jeu entre amis, en famille, de se confronter à la nature ou à l'altérité de lieux et de peuples inconnus? Pour beaucoup, ces quelques semaines ont vocation à être au champ d'action authentique plus qu'une retraite. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la vie active de nos contemporains? Nous ébarderons également, dans un temps court, dans cette émission, les dérives du tourisme de masse, ses conséquences environnementales, la surfréquentation des sites naturels, les incivilités, mais aussi, et c'est important, le sentiment de dépossession ressenti par les populations locales face à la saturation des transports, à la pénurie de logements ou tout simplement à la perte d'identité. Le tourisme, pourtant moteur d'investissements publics importants, infrastructures, propreté, sécurité, mobilité, peut-il encore être considéré comme une réelle conquête sociale si il devient une menace pour les territoires et leurs habitants? La recherche de l'ailleurs semble paradoxalement s'accompagner partout d'une uniformisation des pratiques et des langages, d'un reflux des coutumes et de la vie commune qui échappe au marché. Alors, existe-t-il des solutions concrètes pour réguler ces flux? Nous poserons la question des mesures susceptibles de donner forme à un tourisme plus vertueux, au bénéfice des initiatives locales plutôt qu'à l'exploitation sociale et au luxe ostentatoire. Et si, finalement, l'éducation au voyage et à la découverte de son pays devenait un levier pour apprendre à devenir finalement des vacanciers d'un tout nouveau genre? Voilà autant de questions que nous poserons avec deux invités de choix que je reçois donc sur Radio Courtoisie. Olivier Eichenlaub, qui est universitaire géographe, qui a enseigné les sciences humaines en école d'architecture et dans différents instituts de formation privés. Nous le connaissons bien à l'Institut Iliade, puisqu'il a dirigé pour un réveil européen Nature, Excellence, Beauté. Il a écrit un livre important dans la collection Cartouche, Europe Puissance, une géopolitique continentale face au monde. Et il a signé tout dernièrement, dans le cahier numéro 2 du Politude, un article sur la valeur du travail face aux machines, richesse, sens et légitimité. Notre second invité est Monsieur Florent Manotta, qui, plus que penseur, a aujourd'hui les mains dedans, même si ça ne l'empêche pas d'avoir une réelle réflexion, puisque c'est un acteur de l'hôtellerie, des mobilités et du tourisme depuis plus de 15 ans, et qui travaille à l'optimisation raisonnée des revenus générés par ce secteur. Il aborde cette discipline avec un regard expert, critique, éthique, convaincu qu'on peut à la fois, cette activité, être génératrice de prospérité économique tout en étant éthique et favoriser une régulation plus juste des flux touristiques. Florent Manotta, bonjour. Je n'ai pas cité le nom de votre société. Si vous souhaitez le faire, vous êtes invité à le faire. Alors, merci Romain. Je travaille pour la société Rêve-Belle qui, comme vous l'avez dit, a une verticalité propre sur le revenu management. Donc, j'ai un petit peu le mauvais rôle dans cette réunion plus philosophique, mais on détaillera
les éléments plus Non, vous êtes tout à fait à votre place, aux côtés d'Olivier Achenlaub. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors peut-être première question, je vais la poser à Florent Manotta, un point de départ pour cette discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut caractériser les vacances? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des grandes tendances de masse fortes? C'est-à-dire, comment les Français, puisqu'on va parler des Français éventuellement, on pourra faire quelques incartades chez nos voisins européens si ça nous apporte des enseignements, mais quand partent-ils? Est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils restent chez eux? Et qui est concerné par les vacances? Est-ce que, voilà, d'un point de vue un peu socio-économique, on peut déjà établir une petite carte sommaire des vacances? Alors, tout à fait. En France, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, globalement, le temps des vacances avec l'arrivée des congés payés, donc le tourisme s'est développé. Et aujourd'hui, donc on est passé de à peu près 40% de foyers, de ménages qui partaient en vacances à la fin de la guerre à un gros boom dans les années 70 avec le baby boom et la prospérité économique, aux alentours de 60%. Cette part s'est maintenue et se maintient, contrairement à ce qu'on peut penser, autour de 62% aujourd'hui en 2025. Ça veut dire qu'à contrario, et c'est un chiffre qui n'est pas anodin, 38% des foyers français ne partent pas en vacances, c'est-à-dire font moins de 4 nuitées en dehors de leur logement principal. Donc c'est un chiffre qui est assez stable finalement depuis une trentaine d'années. Et si les 60% partent peut-être plus, on le verra avec l'injonction de départ en vacances, il y a toujours une part assez colossale des Français qui ne partent pas en vacances. Alors pour être précis, 62% partent en vacances. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui restent chez eux ne sont pas en vacances ou n'en profitent pas d'un temps de repos, d'un temps de vacances. C'est aussi ça qu'on va devoir essayer de déterminer. Est-ce que les vacances sont fondamentalement synonymes de départ? Et ben donc j'ai moi-même fait le raccourci, et c'est un raccourci qu'on va pouvoir peut-être décortiquer dans cette émission. Mais j'ai moi-même fait le raccourci entre vacances et tourisme. Oui. Et c'est des formations professionnelles, puisque vous l'avez dit, je suis dans le monde du tourisme. Et effectivement, je pense que Olivier le détaillera plus, mais si on revient au principe même de la vacance, c'est-à-dire d'avoir du temps libre, ce temps libre n'est pas forcément synonyme de voyage. Et d'ailleurs, on le voit sur 38% des Français. Olivier Achenlaub, si on fait pareil, ce petit exercice de faire une carte sommaire de que sont les vacances aujourd'hui pour les Français, quelle est votre première analyse? Alors, je continuerai en disant qu'il n'y a pas uniquement la question des congés payés et de l'augmentation du temps libre pour les gens qui partent en vacances. Il y a effectivement aussi un aménagement qui s'est mis en place de manière à rendre accessible des lieux aux vacances. Ça a commencé avec le train. On voit bien que des lieux comme la Bourboule, la Baule, même les Alpes, ont commencé à être visités en tant que lieu touristique et lieu de vacances quand le train a permis d'y accéder. Et puis ensuite, la démocratisation d'abord de l'automobile, puis de l'avion, a fait qu'on n'a pas pu partir dans tous les sens. Et donc, les modes de transport sont fondamentaux pour comprendre comment l'expansion de ces vacances s'est mise en place. Et l'aménagement du territoire également, puisque les Alpes ont été aménagées pour qu'on puisse skier dans les années 60, 70, avec des aménagements qui ont été entièrement conçus par l'État, ainsi que le Languedoc, ou ainsi que d'autres régions du monde. Donc, il y a effectivement une double conjonction, en fait, entre d'une part un État qui veut offrir des vacances et qui aménage le territoire pour ça, et parallèlement des gens qui sont de plus en plus susceptibles de partir parce qu'ils ont un temps qui leur permet de le faire. Oui, on peut parler du rythme scolaire avec, je crois, une spécificité assez française de ce grand tunnel de vacances d'été notamment. Je me faisais la réflexion, c'est vrai que ce grand tunnel de vacances d'été, c'est un petit peu comme si dans une semaine, on décidait finalement de dormir à la fin de la semaine. Tiens, je vais dormir, je vais me reposer à la fin de la semaine au lieu de me reposer et de dormir tous les jours. Est-ce qu'il y a, rien que pour les rythmes naturels et physiologiques, il n'y a pas une sorte d'aberration à vouloir concentrer les vacances? Donc est-ce qu'on n'est pas justement dans la gestion de la population, dans la gestion des transports, dans la gestion de la masse touristique qui est très importante, en essayant de concentrer tout le monde au même moment?
Oui, allez-y, Florent Manotta. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc les congés payés datent de 36 avec le Front populaire en France et avec le Dopo Lavoro en Italie. Donc, comme quoi, c'était plutôt le signe de l'époque que le signe d'un régime politique. Et on a ajouté, alors je mets à part la période de la Seconde Guerre mondiale, on a ajouté une semaine tous les 20 ans jusqu'en 82 sous François Mitterrand, donc moi je n'étais pas né, la cinquième semaine, qui, et vous l'avez dit, donc cette cinquième semaine, elle vient à la fois accompagner, comme l'a dit Olivier, le développement du ski, du sport d'hiver, et donc le développement économique de ces régions qui, en post-ruralité, avaient besoin d'un nouveau poumon économique pour générer de la prospérité. Et donc effectivement, on a 4 semaines qui sont très denses au niveau des vacances d'hiver, avec une contrainte de capacité qui entraîne en tout cas des pratiques de hausse tarifaire et donc à la fois du monde, des prix plutôt élevés, mais ce qui n'empêche pas ces opérateurs de faire le plein et les stations d'être pleines au mois de février parce que la neige y est bonne et parce que c'est devenu pour à peu près 8% des Français, hein, je pense pour le sport d'hiver, un rendez-vous annuel. D'ailleurs, Donc on a ça fait partie un peu des solutions, on y reviendra en fin d'émission, que vous proposez, c'était finalement d'optimiser le hors-saison pour peut-être enlever un petit peu de pression à la fois sur les territoires et optimiser, parce que toute cette discussion, on l'a dans un contexte de démocratisation totale des vacances, de l'accès quasi abordable, facile et direct de tous les Français. Donc, à moins de vouloir, et c'est possible, hein, ça peut être tout à fait votre suggestion de revenir sur cette démocratisation et cet accès de tous aux vacances, on se retrouve confronté à devoir juste gérer cette masse qui veut partir en vacances. Olivier Achenlaub, est-ce que, à part une révolution politique, est-ce qu'on doit se contenter de manager cette masse qui veut partir en vacances, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions plus radicales finalement? Alors, avant de parler de révolution politique, on parlait de la temporalité des vacances. Oui, Je crois qu'il est important quand même que les gens partent en même temps. Si on prend l'exemple de structures anciennes, rurales, le dimanche a toujours existé en tant que jour de repos, ce qui permettait à tout le monde justement de se retrouver autour d'autres activités, avec la messe probablement comme point central, qui permettait de discuter autrement des affaires du village. Et donc le fait d'avoir tous le même jour de congé permettait d'organiser les choses d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, on retrouve un peu la même chose. L'organisation des vacances, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Les familles étant très dispersées, il est important qu'on partage tous les mêmes créneaux pour pouvoir effectivement se retrouver. Bon, donc je pense que la concentration des vacances, au départ, elle est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même ce qui permet finalement de passer des vacances pour se retrouver ou pour faire autre chose ensemble dans un cadre qui change du cadre classique ou du cadre quotidien. Maintenant, la question de savoir ce qu'on fait justement de ce temps, et là on arrive très vite sur la question du surtourisme, hein, fait qu'effectivement ce sont des plages qui saturent et pour lesquelles ceux qui peuvent essayent de partir dans des hors-saison. il y a une forme d'aristocratie parmi les vacanciers quasiment, qui veut échapper à ce flux massif. Bah, dans lesquels on retrouverait un peu toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas contraints finalement par le monde de l'école, qui est quand même celui qui va donner le tempo en termes de vacances, hein. Dès qu'on est non scolarisé ou qu'on n'a pas d'enfants scolarisés, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. À partir du moment où on est dans cette tranche qui a des enfants, on est mine de rien coincé, on va dire, dans les mêmes périodes et donc souvent aux tarifs les plus chers. Parce que sur le rythme scolaire, je crois que nos voisins ne suivent pas forcément la même logique que nous. Il me semble qu'en Allemagne, ce sont des vacances plus courtes et plus fréquentes. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les exemples de nos voisins européens. Alors, en Allemagne, les vacances d'été sont plus étalées sur la période estivale parce que c'est vraiment, en tant qu'État fédéraliste, Oui, vraiment voilà. les Länder qui vont avoir des périodes totalement distinctes pour le coup, là où nous, effectivement, on a un regroupement de toutes les zones sur les 8 semaines d'été, là où les Allemands vont être plus étalés.
On va avoir également les Italiens où il va y avoir moins de vacances et une concentration autour des fêtes religieuses encore, c'est-à-dire et également en Espagne avec la Semana Santa, donc la Semaine Sainte, qui est donc du coup variable, mais qui est prise par l'ensemble du pays parce que c'est aussi un moment, comme l'a expliqué Olivier, de se retrouver ensemble. La période des rois mages également en Espagne, de l'Épiphanie, et c'est le cas en Italie également. Donc là, on va avoir des vacances différentes. Et pour ce qui est d'une clientèle assez à fort pouvoir d'achat et qui vient régulièrement en France, comme les Anglais, eux, ils vont avoir différentes, ils ont moins de vacances. Et les écoles publiques et les écoles privées n'ont pas forcément les mêmes vacances, ce qui permet d'avoir des Anglais un petit peu plus étalés dans l'Hexagone, notamment sur la période des sports d'hiver en avril ou en février. Alors on peut se poser la question maintenant, que l'on parte ou que l'on ne parte pas, que font les Français de ce temps de vacances? Alors Olivier Eichenlaub l'a dit, il y a la volonté, en tout cas pour une partie d'entre eux, de se retrouver en famille, parce que les familles sont éclatées, pris par le temps du travail, le temps de l'école, mais on constate aussi, et je pense à toute l'industrie des agences de voyage, de beaucoup de gens qui partent et qui finalement partent pour aller consommer de la piscine, consommer du soleil, consommer de la culture, un petit peu packagée d'une certaine façon, et donc finalement ont du mal à quitter cette sorte de frénésie de la vie active où on est toujours en tension, on doit toujours être productif. Alors on aurait pu imaginer que les vacances étaient une forme de temps de rupture avec cette frénésie. Est-ce que on peut avoir votre analyse là-dessus, Olivier Eichenlaub? Oui, alors moi je suis d'accord tout à fait avec ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a une chose qu'on a perdue, c'est le fait de pouvoir s'occuper sans qu'on organise sans que notre occupation soit organisée par ailleurs. Du coup, aujourd'hui, partir, faire quelque chose, ça veut dire adhérer à un système commercial qui va être, comme vous l'avez dit, une piscine ou autre chose, un parc d'attractions par exemple, qui va faire qu'on a véritablement la sensation d'être en vacances ou en tout cas de se divertir. Alors qu'on faisait ça de manière plus ou moins naturelle, sans toutes ces structures économiques, pendant très longtemps auparavant. On se retrouvait simplement en famille, on allait se promener en forêt, on jouait ensemble, etc. Ça permettait également de se recréer, puisque les vacances, c'est avant tout une forme de récréation ou de recréation de soi-même dans d'autres activités. Ces activités, aujourd'hui, n'existent plus dans la tête de beaucoup de gens, en dehors d'un système qui les commercialise, finalement. C'est ça, il y a une forme de délégation, marchandisation de choses qui au départ étaient gratuites et qu'on faisait gratuitement, simplement, naturellement. Aujourd'hui, absolument tout est devient une marchandise. Florent Manotta. Je pense que tout à fait, et on peut pas décorréler donc l'expansion de l'industrie touristique et de l'industrie de la consommation touristique de l'urbanisation galopante. Parce qu'en fait, en réalité, et c'est ça c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, dans les villes où tout serait possible, puisque il y a pas mal d'activités, on a quand même tendance à dire que qu'est-ce qu'on fait dans une ville, on peut pas s'embêter, etc. En réalité, tout est de l'économie marchande, et donc aujourd'hui, ce loisir, on va dire qu'expliquait Olivier, gratuit, où on profitait du temps à organiser soi-même son temps, c'est plutôt lié à de la randonnée, c'est lié à la forêt, donc à l'espace plutôt rural. Et aujourd'hui, les Français vivent en ville et donc ont besoin de s'échapper et ne savent plus et n'ont plus les codes de s'échapper gratuitement. Et donc, de toute façon, pour s'échapper, il faut bien se loger, il faut bien se déplacer. Et donc, il va y avoir il y a l'aspect marchandisation et puis pour aussi reprendre un peu ce que vous avez dit, donc, précédemment, on a une injonction à faire des choses et à même, je dirais maintenant, avec les réseaux sociaux, à les communiquer très très vite pour ne pas avoir une vacance d'activité digitale, entre guillemets, en disant je communique sur mon lieu de vacances parce que j'ai envie de dire J'existe. J'existe, voilà. Dis-moi, avant c'était dis-moi où tu vas en vacances, je te dirai qui tu es. Maintenant c'est peut-être
Dis-moi comment tu y vas déjà, Mhm. c'est-à-dire qui tu es par rapport aussi à l'avion, au train, etc. Et ensuite, dis-moi ce que tu fais pendant tes vacances et tu existes et je te dirai qui tu es. Juste Et une petite remarque sur la ville, l'exemple de la ville où il y aurait toutes les activités, mais qu'on cherche à échapper sous les coups de boutoir de ces injonctions au départ. J'ai un ami qui est maire d'une toute petite ville dans le Forez, au milieu de la nature, au milieu des bois, et il m'a expliqué que sa population lui réclamait pour les enfants ces parcs à jeux sur bien lesquels sûr. on grimpe, les araignées, les balançoires. Et lui, en tant que maire, il essayait sincèrement de les convaincre de ne pas le faire, en disant « Mais je comprends pas, tout ce que vous demandez, il suffit de faire 2 mètres et vous vous accrochez à une branche, vous passez dans une rigole, c'est gratuit, on l'a totalement accessible. » Mais pour sa population, puisque ça n'avait pas été un équipement aménagé, comme on peut imaginer un départ avec un hébergement, ça n'existait pas. Et voilà. Donc on retrouve finalement cette forme d'oppression de la matérialité des choses, de sa communication. Sinon, on est perdu, c'est un peu un vide de l'être finalement. Olivier Achenlo, vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Je dirais qu'aujourd'hui, les vacances qui sont non payantes, ce sont des vacances qui sont inexistantes. Si on demande à quelqu'un ce qu'il a fait et qu'il nous répond, bah, j'ai joué au badminton avec mes neveux dans le jardin, ou bien je me suis promené autour de la rivière près de chez moi, on va rapidement lui dire bah, que du coup, il n'est pas parti en vacances et qu'il n'a pas eu de vacances. Parce que justement, il n'y a pas d'activité économique associée à ça, ou du moins tangible. Et ça pose effectivement la question de notre propre initiative à s'organiser nous-mêmes pour se recréer ou pour se ressourcer. On n'a plus l'habitude de le faire parce que le marché s'est emparé finalement de cette organisation. Et je prends une anecdote, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit juste, mais il fut un temps où les offices de tourisme s'appelaient les syndicats d'initiative, ce qui en Mhm. dit quand même long. C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit, mais comme on ne sait pas quoi faire et que c'est simplement une injonction qui nous invite à aller ailleurs, eh ben on va au syndicat d'initiative qui va nous donner des initiatives. Et c'est là qu'on va récupérer tous les dépliants qui nous montrent ce qu'on peut faire dans la région. Et on fait parce que la région nous offre, mais sans volonté finalement au départ véritablement d'aller vers ces lieux pour en profiter dans un cadre structuré, ou du moins derrière un projet qui soit un projet personnel ou familial. J'entends. Alors, cette réflexion qu'on a, je pense sincèrement que beaucoup de Français sont conscients de cette dépossession d'eux-mêmes, de cette marchandisation, de cette injonction au départ. Euh, mais un petit peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Hein. Bon, d'ailleurs, peut-être que nous-mêmes, tous les trois, on a beau avoir de grands discours, on cède des fois aux sirènes de cet appel. Moi, pour le coup, je ne suis pas toujours très vertueux. Donc ma question, c'est, si on en a conscience, est-ce que l'industrie du tourisme, l'industrie du voyage évolue en ce sens vers le hors-saison, vers des choses plus simples, plus peut-être un peu moins chères. Est-ce qu'il y a une forme d'évolution ou ça reste très très anecdotique? Alors, ce qu'on voit, alors l'industrie touristique, comme tous les secteurs économiques, évolue pour son bien économique. Donc aujourd'hui, quand les stations cherchent à allonger la durée, donc à développer des activités moins liées, par exemple, à la neige, c'est tout simplement pour avoir plus de dates avec plus de personnes et une saison qui soit plus longue, et pour avoir des retombées économiques. Les acteurs sont pas des philanthropes, hein. L'industrie économique, il faut voir que c'est une industrie par rapport à l'industrie, par exemple, du textile ou de l'industrie du luxe. C'est une industrie, l'industrie économique où il y a peu de marge. Donc, on parle beaucoup des agences de voyage. C'est vraiment le secteur, et d'ailleurs, c'est un secteur qui va assez mal hein, avec la digitalisation. C'est un secteur où il y a des très faibles marges. Et donc, forcément, le secteur va s'adapter, pas pour les raisons philosophiques qu'on évoque. Donc, ils vont peut-être utiliser le marketing de ce secteur-là, va utiliser ses ressorts, mais le secteur va s'adapter pour vivre économiquement déjà. Parce qu'aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc le secteur touristique, c'est 8% du PIB français.
Et donc forcément, aujourd'hui, à la fois pour les pouvoirs publics, c'est un secteur qui est assez peu délocalisable finalement, qui génère de l'emploi, pas toujours très qualifié, mais en tout cas qui génère de l'emploi local, qui est peu délocalisable. Le réceptionniste, on peut pas demain le mettre aux confins de l'Union européenne parce que le coût du travail est moins cher, puisque du coup, il ne serait plus réceptionniste en France. Non, mais par contre, on peut importer un réceptionniste moldave ou pakistanais. Tout à fait, et on le voit dans la restauration là-dessus, et d'ailleurs dans les ménages aussi des hôtels, etc. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de plaintes de la part des acteurs sur nous n'arrivons pas à recruter. Il y a aussi les salaires qui suivent pas et les conditions qui sont pas évidentes parce que lorsque tout le monde est en vacances, c'est quand il fait beau. Et quand il fait beau, travailler sur les horaires où on doit être invisible, c'est pas simple. Et donc forcément, on a plus de mal à recruter avec des salaires qui ne suivent pas. Mais en tout cas, donc, ce secteur va s'adapter pour répondre à votre question. Il va pas s'adapter philanthropiquement, mais simplement parce que économiquement, c'est vital de le faire. Très bien. Alors, chers amis, je vais vous proposer une première pause musicale. Notre ami Pierre Leprince n'est pas avec nous. Il s'occupe de petits scouts et ça, c'est des bonnes vacances, partir en camp de scouts. Alors, je vais faire la chronique pour lui. J'ai choisi aujourd'hui 2 morceaux. Le premier est celui du compositeur roumain Vladimir Cosma. Je l'ai choisi parce qu'en fait, il a livré énormément de bandes-son cultes du cinéma français et d'un film et d'un livre qui m'a marqué, c'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc avec une musique tout en finesse qui évoque finalement l'essence de la Provence et tout cet univers un peu nostalgique pour nous de Pagnol. On retrouve les sons de grillons et de cigales intégrés subtilement à une partition qui s'appuie sur une habanera rythmée un peu méditerranéenne et qui nous entraîne dans la garrigue du côté d'Aubagne. Alors, je vais vous faire une confidence. Même à mon âge, il y a un livre et un film sur lequel je pleure à chaudes larmes. C'est La gloire de mon père, quand ce fils célèbre son père en hissant haut les 2 Bartavel. C'est un pur moment de beauté et qui marque aussi avec ce soleil de fin d'août, la fin de l'été, la fin de ces vacances heureuses qu'ils ont passées avec un effort, puisqu'ils sont montés à Aubagne avec cette charrette. Il y a eu vraiment un effort de partir en vacances. C'était quelque chose qui n'était pas accessible d'un simple clic. Et voilà, je pense que c'est un bon symbole de cette thématique des vacances. Nous écoutons Vladimir Cosma.
Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie pour une émission consacrée aux vacances avec Olivier Achenlaub, universitaire géographe, et Florent Manotta, spécialiste d'hôtellerie, de mobilité, de tourisme. Merci d'être resté avec nous le temps de cette pause musicale. Alors, un point que nous n'avons pas abordé pour le moment, qui me paraît absolument fondamental si on veut aborder complètement la question des vacances, c'est les conséquences que ces départs, notamment, ont sur les populations locales. On a des cas assez spectaculaires dans des villes comme Barcelone, mais je crois que ça se multiplie un peu partout en Europe et certainement dans le monde, dans des destinations très prisées, de populations qui se rebellent totalement avec des attaques presque quasiment physiques, en tout cas politiques, contre les touristes qui sont montrés du doigt parce qu'ils saturent les transports, parce qu'ils participent à la pénurie des logements et surtout qu'ils participent à cette espèce de muséification avec des populations locales qui ne peuvent plus sincèrement vivre leur identité, leur culture, qui devient un peu une culture et une identité de pacotille, justement offert aux touristes. Alors, est-ce que ce phénomène, il est juste celui de petits épiphénomènes spectaculaires comme ceux de Barcelone, ou c'est réellement un phénomène massif ? Florent Manotta, vous l'avez constaté ? Alors, je pense que c'est un phénomène de fond et la manière dont ce phénomène va être en place va différencier selon les endroits. Et donc, plus on va être dans une zone, dans une ville, dans une région où il y a également des craintes sur le déracinement. J'ai vu que vous aviez fait une émission sur le déracinement récemment. Et peut-être plus on est vers le sud de l'Europe, plus les réactions peuvent être effectivement physiques, comme vous l'avez dit. Donc, il y a eu récemment ce cas de touristes agressés, avec des jets d'eau, etc. Ça reste une agression physique sur un touriste qui n'avait a priori rien demandé qu'à dépenser son argent dans une ville. Donc ça, c'était à Barcelone. On peut avoir des rejets, des formes de no-tourisme également dans des zones comme en Corse, par exemple. Mais on a également ces sentiments de dépossession et de conséquences sur le quotidien. On l'a vu à l'île de Bréa, notamment, qui est submergée de touristes. On a réagi par des quotas avec 4500 touristes par jour maximum. Il faut savoir qu'il y a 400 habitants sur l'île, hein, donc on est quand même sur une très, très forte hausse du nombre de passages sur cette île, donc avec des risques pour la biodiversité, des risques pour tout simplement le confort des gens. Et donc, je pense que c'est plutôt généralisé et la manière de s'exprimer peut différer. Mais on a le surtourisme qui est devenu un nom commun, hein, finalement. Et après, je laisserai peut-être la parole à Olivier Achenlaub, vous avez observé là où les vacances avaient un champ lexical plutôt positif, et encore aujourd'hui, le tourisme qui vient, lui, plutôt du grand tour et donc d'un champ lexical de l'éducation, des aristos, etc., a aujourd'hui un champ lexical qui lui est adossé plutôt négatif. Surtourisme, dépossession, déracinement, standardisation, je ne suis pas dans un endroit à touristes, je ne vais pas dans tel restaurant qui est une arnaque à touristes, etc. Donc voilà, on a ce sentiment qui est une lame de fond, je pense, dans toutes les civilisations occidentales, ou en tout cas à forte pression touristique. Vous-même, Olivier Achenlaub, vous avez observé ce phénomène, voire des réactions à ce phénomène dans les territoires et populations locales ? Oui, il est de plus en plus facile à observer. On vient de voir les mesures qui ont été prises à Rome, dans lesquelles, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit de s'asseoir sur la fontaine de Trévi et les photos deviennent payantes. Il y a un ras-le-bol des populations qui a commencé à Venise, d'ailleurs, je crois, avec les premiers croisiéristes, hein, qui aujourd'hui craquent un peu sous l'affluence. Alors, fut un temps où techniquement on arrivait encore à gérer tout ça. On a quand même connu, hein, dans le cas de la France, notamment dans le sud, des villages qui passaient de 500 habitants à 5000 habitants pendant une période,
ce qui posait des problèmes environnementaux pour la gestion des déchets, pour la gestion des réseaux d'assainissement, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est même plus à ce stade-là. On est à un stade où finalement les populations locales ont été privées de leur patrimoine et il devient difficile pour elles-mêmes de vivre dans leur propre ville. Je prends quelques exemples, hein. Pendant longtemps, on pouvait encore fréquenter nos églises, on pouvait même traverser nos cathédrales. Aujourd'hui, l'afflux touristique est tellement important que ça devient impossible pour les locaux d'y aller. Et quelque part, ces lieux qui sont quand même leurs lieux de proximité, bah, ont été confisqués par l'organisation finalement des vacances des autres et donc du tourisme, ce qui pose un véritable problème. Je prends un autre exemple, hein, le Mont Saint-Michel, auquel on pourrait être très attaché par culture, par tradition, etc. C'est aujourd'hui un lieu qu'il ne faut pas inviter à visiter. Si on veut découvrir le Mont Saint-Michel, il vaut mieux acheter un livre ou regarder ce qu'on en dit sur Internet. Parce que si on arrive sur place, on est complètement privé finalement de la magie du lieu qui est réservée à des croisières internationales ou à des vols internationaux qui vont offrir ça, on va dire, à un public international qui fait qu'on ne peut plus le visiter sereinement. Très bien, vous avez d'autres exemples en tête, peut-être, Florent Manotta On est le 16 juillet et, pour l'enregistrement de cette émission. Et hier, le 15 juillet, la ville de Bruges, en Belgique, a décidé à promulguer des règles contre le surtourisme et assez ciblées, il faut dire. Et donc, moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens parce qu'on ne peut pas empêcher un touriste chinois, par exemple, de venir en Europe. Il a envie de venir. S'il va en Belgique, la ville à voir, c'est Bruges. Moi, en tant que Parisien, je l'ai vu et c'est vrai que pourquoi lui empêcher à lui? Et donc, c'est plutôt la méthode qu'il va employer qui est ciblée par la ville de Bruges et notamment la limitation des bateaux de croisière sur le port attenant à 2 par jour et non 6, c'était le cas de 6, il me semble. La limitation des meublés touristiques qui génère non seulement une problématique de logement pour les habitants, et donc là, avec des impacts réels sur la vie et sur le quotidien, comme l'a dit Olivier, mais également des nuisances sonores parce que on recherche la clé, il y a des cadenas où on peut aller chercher la clé pour aller dans son Airbnb. On a ce fameux bruit du tourisme sur les pavés des valises. Et lorsque on a un hôtel, en général, on a des accès dédiés, on a un petit peu moins cette nuisance. Lorsque le tourisme est diffus au milieu de la ville, forcément, là, on ne peut plus échapper à la nuisance. Et donc, il y a cet exemple concret de la ville de Bruges. Il y a eu effectivement, comme l'a dit Olivier, la ville de Venise. Mais d'un point de vue plus personnel, donc si d'un point de vue économique, la gestion par quota, elle est nécessaire parce qu'en fait, il faut imaginer que on a 7% de la population mondiale qui voyage, avec des perspectives à plutôt 10%, donc 300 millions de personnes en plus d'ici 5 ans. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Le poids du tourisme dans l'économie française et européenne est si puissant qu'on ne peut pas aujourd'hui couper cette industrie qui génère de l'emploi et du revenu. Et donc, il faut imaginer que ça ne va pas décroître. La gestion par quota, pour moi, est également une forme de dépossession, un petit peu comme l'a expliqué Olivier, avec le non-accès, si vous voulez, avec la Disneylandisation, avec des portiques à l'entrée d'une ville. Alors, bien sûr, il y a des cartes de résident, il y a le tarif résident. Hein, c'est par exemple ce qui existe sur Air Corsica entre Paris et la Corse, enfin entre le continent et la Corse, pour permettre aux résidents d'avoir une continuité territoriale sans suivre les hausses tarifaires qui peuvent être liées à la saisonnalité. Vous dites on ne peut pas interdire. C'est vrai qu'une interdiction, c'est toujours un peu une forme d'échec. Hein. C'est comme les taxes, les impôts. On aimerait avoir des injonctions positives. Ceci dit, ça reste quand même relativement récent que n'importe qui sur la planète pense qu'il peut aller n'importe où, n'importe quand, en faisant fi des frontières, des langues, des races, de la gastronomie. Et finalement, je prends l'exemple du guide du routard, dire je vais débarquer en Inde et je vais fraterniser. Alors, rappelons que ça a été créé par des trotskistes qui pensent que la Terre est une forme de champ universel sans frontières. Et cette logique-là, cette logique d'un univers mondialisé sans frontières,
est quand même relativement récent. On pourrait aussi, d'une certaine façon, en sortir en relocalisant les choses, en redonnant goût au peuple, aux nations, à leur patrie, à leur patrimoine, plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qu'elles peuvent trouver chez elles. C'est une logique qu'on pourrait tenter de casser. Alors, est-ce que ça doit passer par les quotas, les interdictions, etc. Mais c'est plutôt inverser la tendance qu'il faudrait essayer de faire. Olivier Hachenlaub. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait en fait essayer de quitter le tourisme pour revenir aux vacances. Et il y a des signes faibles qu'on voit arriver aujourd'hui. On les a vus d'ailleurs dans le fameux monde d'après, qui s'est très vite rapproché du monde d'avant, donc celui qui fait suite au Covid, dans laquelle on a vu des nouvelles formes finalement de loisirs ou de vacances émerger autour d'un tourisme local. Et dans le cas français, des territoires qui n'étaient que très peu touchés par le phénomène touristique ont commencé, on va dire, à développer des initiatives un peu nouvelles autour des parcs naturels régionaux, autour finalement d'un habitat de proximité qui permettait quand même de se ressourcer différemment, mais sans partir très loin. Et il y a quand même quelques signes positifs qui montrent que pour une part de la population, qui, comme l'a dit Florent, est peut-être un petit peu bobo aujourd'hui, il y a un côté très à la mode de chercher ce genre de choses également. On sent que les choses évoluent peut-être vers quelque chose qui nous ramènerait, on va dire, à des vacances plus simples. Alors, on a parlé de transport, on a parlé de rythme scolaire, on a parlé de congés payés, on a parlé aussi d'une mentalité générale. Si on voulait vraiment faire évoluer les choses vers des vacances et un tourisme un peu plus sain, si vous étiez ministre du tourisme, d'ailleurs, faut-il un ministre du tourisme? Je ne suis pas certain, mais sur quel levier vous tireriez en premier? Qu'est-ce qui vous semble finalement le plus structurel, le plus stratégique? Quand on parle de rythme, de transport, de mentalité, qu'est-ce qui pourrait réellement être une des clés du changement? Pas évident comme question. Alors, c'est pas, alors je me permets de répondre, c'est pas évident comme question, mais je vais y répondre aussi en faisant une petite remarque. Effectivement, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut un ministre du tourisme? C'est un débat qui anime la communauté et l'industrie touristique en France à chaque nouveau gouvernement, et on en a assez régulièrement, et chaque formation gouvernementale, pour savoir pourquoi le tourisme, avec 8% du PIB, n'a pas un ministre dédié. C'est souvent un ministre délégué, etc. Et ça permettrait peut-être d'avoir également des stratégies nationales. C'est pas toujours un gros mot d'avoir des plans nationaux. Ah non, au contraire. On l'a eu, et on l'a eu avec réussite, comme l'a expliqué Olivier sur la montagne, etc. Donc, c'était un plan montagne. Donc, pour avoir un plan national sur le tourisme pour permettre effectivement d'à la fois amorcer un changement de mentalité qui est en cours, mais qui met forcément du temps à être tangible, mais également de faire en sorte si ça devait être ma première décision, de prendre comme préoccupation première le bien-être des populations locales. D'accord. Donc, ça serait réellement une rupture de perspective. Ça serait plus justement le vacancier, le touriste qui est au centre, mais plutôt l'endroit d'accueil. Voilà. Mais comme on l'a dit aussi précédemment, qui dit tourisme dit aménagement, dit plus de sécurité, dit aménagement, plus d'accès, loisirs, et donc toujours plus de demandes pour aller dans ces endroits-là, puisque lorsqu'on voyage avec nos petites têtes blondes, on espère être dans des endroits où la sécurité est à 100% assurée. Et donc, forcément, le tourisme, dans ces aspects-là, a des bonnes vertus, a permis aussi de développer une amélioration des infrastructures, etc. Mais là, on est arrivé sur des limites, notamment liées au logement. Le logement, c'est 30 à 40% parfois des dépenses d'un foyer. Donc, quand celle-ci s'accroît, je pense qu'on peut avoir tout le soleil du monde. Si on a du mal à se loger, si on est obligé de vendre la maison familiale parce qu'on ne peut pas payer l'ISF au moment de l'héritage, forcément, on se sent dépossédé. Et donc, je pense qu'il faut recentrer sur les populations locales pour qu'elles aient aussi envie de recevoir, parce qu'elles peuvent recevoir, mais il faut aussi imaginer que chaque population est parfois touriste et parfois aussi hôte.
et c'est le cas des Parisiens qui voyagent partout, donc on a tendance à les montrer du doigt, mais qui reçoivent aussi 20 millions de touristes par an et qui ont été dépossédés du centre de Paris, parce qu'aujourd'hui, les arrondissements autour vraiment de l'hypercentre sont Oui, oui. dédiés à du Airbnb. Et donc voilà, donc on a aussi dépossédé les Il y Parisiens. a eu des propositions de loi anti-Airbnb de Hidalgo, je crois. Chers amis, je vous propose une seconde pause, puisque c'est Raphaël Aima, auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l'Institut Iliade, qui nous propose à chaque émission sa perspective identitaire, et il va nous livrer ses réflexions sur le sujet du jour. Raphaël Aima, la parole est à vous. Ça y est, c'est les vacances. On peut enfin souffler, on peut enfin se relâcher. On va se lancer dans de grandes transhumances, on va boucler les valises à la hâte et on va attendre avec impatience de se sentir dans ce sentiment si particulier, dépaysé. C'est l'heure où les gares résonnent des cris d'enfants, où les routes deviennent toutes des promesses et où les plages se couvrent noires de monde et de touristes. Mais derrière cette banalité estivale se cache un trésor profond, un trésor politique que trop peu voient. Le voyage, le vrai, on pourrait le célébrer, le défendre, l'acclamer en tant qu'identitaire. Parce que précisément, ce n'est pas une fuite hors du réel, mais un retour vers ce qui fonde l'homme, l'enracinement et l'identité. Un poussif gauchiste dit de nous que nous pensons ce que nous pensons, car nous détestons voyager. De toute façon, on a peur de l'altérité, on a peur des gastronomies exotiques, on a peur de l'autre, on a peur des civilisations que l'on ne comprend pas parce que nous sommes toujours restés enfermés, étriqués dans nos villages. Que nenni, c'est bien le contraire. Je pense au contraire que les plus grands voyageurs, ceux qui font le plus honneur à la notion de voyage, sont de droite. Car pour nous, identitaires, les vacances ne sont pas une simple parenthèse consumériste. C'est pas un déplacement pour consommer ailleurs ce que l'on pourrait acheter ici, dans un hôtel all-inclusive, hors sol, entouré de buffets standardisés, d'animations insipides et de serveurs contraints de parler une neuve langue anglaise vidée de toute âme. Non. Pour nous, les vacances, c'est l'occasion précieuse d'aller à la rencontre de l'autre dans ce qu'il y a de plus vrai et de plus enraciné. Non pas pour se perdre, mais pour mieux comprendre à travers lui qui nous sommes. C'est en découvrant des fêtes traditionnelles dans une vallée, des danses dans un village, un souk ou les clochers d'un bourg, que nous mesurons à quel point la diversité du monde est une richesse non pas à dissoudre, mais précisément à préserver. L'identitaire voyage pour ressentir l'âme d'un peuple à travers ses pierres, ses chants, ses mets, ses rites. Il est conscient qu'un environnement façonne une identité. Il ne cherche pas à effacer la différence, mais à la transcender et à l'honorer. A l'inverse, le progressisme mondialisé, celui du tourisme de masse, du passeport sanitaire et du voyage durable en tongs H&M, rêve, lui, de supprimer les frontières, qu'elles soient mentales, géographiques, culturelles ou charnelles, pour mieux dissoudre les peuples dans une humanité abstraite, une. Le gauchiste, parfois sans le savoir, veut que tout se ressemble. Il veut les mêmes cafés véganes dans toutes les capitales, les mêmes revendications communautaristes partout et les mêmes indignations téléguidées. Son idéal, c'est un monde, en réalité, assez laid, sans aspérité, où toutes les cultures sont réduites à des accessoires folkloriques, bons à illustrer une publicité Benetton. Et surtout, les autres ont le droit de revendiquer, mais lui non. Mais nous savons, nous, que l'égalité vraie ne naît pas de l'uniformité, mais du respect réciproque entre des différences solides. L'unité de l'humanité ne se construit pas contre les peuples, mais à partir de leur enracinement. Il n'y a pas de possibilité de fraternité universelle sans père et sans terre. Ce que l'on nomme culture locale un peu de façon méprisante, c'est pas un simple décor pittoresque. C'est une langue, un rythme, une mémoire, un rapport au monde, un tout, une identité. Chaque fois qu'un dialecte meurt, qu'un rite est abandonné, qu'une recette se transforme pour plaire à des standards globalisés, qu'une marque s'exporte à travers le monde, c'est une étoile qui s'éteint dans la constellation de civilisations. Et en tant qu'identitaire, ça nous fend le cœur. Souvent, on oppose universalisme et particularisme, surtout à droite. Je crois que c'est un faux débat. En réalité, l'une des manières qui s'offre à nous d'accéder à une forme d'universel réside précisément dans la somme des particuliers. L'unique n'est pas nécessairement particulier. S'il n'y a pas d'altérité entre une partie et une autre, aucune ne se distingue, aucune n'est particulière. Le mondialiste et le gauchiste confondent alors similarité et universel, en âme et conscience. Or, je crois que l'on accède à l'universel, à ces traits communs, qui nous rappellent la diversité de l'humanité, justement quand on souligne ces différences et que les dépaysements sont suffisamment grands. Je peux me dire, tiens, cette chose me relie à quelqu'un, si je vois l'ensemble des différences que j'ai avec cette personne avant. Quand j'imagine mon monde idéal, j'ai souvent un peu une image qui me vient en tête, que je vous accorde un peu romantique, qui est celle d'un bal, où chacun viendrait en portant son costume identitaire.
Ainsi, un identitaire ne voyage pas comme un touriste, mais plutôt comme un pèlerin. Il sait que chaque région, chaque peuple, chaque lieu habité porte en lui une part de l'âme humaine et des gens qui l'ont façonné. Il s'émerveille devant les costumes traditionnels de Savoie, les costumes traditionnels européens, comme il s'émerveillerait devant la calligraphie berbère, non pas parce qu'elle est exotique, mais parce qu'elle partage le point commun d'être vivante. Il refuse la fusion des cultures dans un magma informe où le kebab ou le hamburger deviennent le plat national, où les villes se muent en grande banlieue mondiale et où toutes les mers deviennent des piscines de vacances sans conscience. C'est pourquoi en cette saison estivale, je vous invite à vivre vos vacances autrement. Quittez les clubs aseptisés, allez rencontrer les peuples pour en mieux en comprendre les âmes. Allez à la rencontre des gens qui sont enracinés, qui savent encore ce que ça veut dire transmettre, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Si vous ne pouvez pas voyager à travers le monde, voyagez dans vos provinces, voyagez en France, parce qu'il y a encore des merveilleux paysages à voir dans notre pays et des merveilleuses personnes à rencontrer. Nous ne voulons pas d'un monde uniforme où l'on mange la même chose à Tokyo, à Dakar ou à Marseille. On veut d'un monde pluriel, enraciné, où chaque peuple reste lui-même. Nous sommes, d'une certaine manière, pour la diversité, mais la vraie diversité, pas celle qui remplace, qui fusionne, qui efface, mais celle qui conserve, qui respecte et qui exalte. Nous sommes les défenseurs de la constellation des peuples, pas de la soupe des cultures. Alors cet été, que vos vacances soient un acte de résistance, même petit, un geste de beauté en tout cas, une célébration des racines, des vôtres ou des autres, parce qu'un monde sans diversité véritable est un monde mort, et qu'il n'y a pas de liberté possible pour l'homme hors de l'enracinement. C'était la chronique de Raphaël Aima, une ode à l'identité, à l'enracinement, à la diversité, à l'altérité. Olivier Achenlob, je vous ai vu un peu hocher de la tête au début de chronique. Il y a quelque chose qui vous a marqué, j'ai l'impression. Bah oui, c'est qu'une fois de plus, on associe véritablement les vacances au voyage. Or, je pense que les vacances, c'est pas forcément, on va dire, un synonyme de voyage. On peut très bien passer ses vacances à repeindre ses volets. Repeindre ses volets, ça permet d'entretenir son patrimoine, ça permet, on va dire, d'aller rencontrer ses voisins quand on a besoin d'outils, et ça permet également de passer un moment en famille dans lequel les enfants peuvent être mis à contribution. Et je crois que si on revient un petit peu au fondement des vacances, les associer à une découverte du monde, à un peu façon, comment dire, mouvement de jeunesse du début du siècle, etc., il faut peut-être changer également de perspective, hein, pour se dire qu'on n'est pas obligé finalement de partir, ni de partir loin, ni de découvrir quoi que ce soit finalement pour se recréer, pour se ressourcer. Et qu'on peut rester sur place. C'est aussi une démarche, hein, qu'on pourrait associer à une démarche identitaire, puisqu'elle consiste justement à entretenir son propre patrimoine ou ses propres connexions locales. Comment inviter nos contemporains à rentrer dans cette démarche vous le dites, c'est changer de perspective. On est habitué à vouloir partir. Est-ce que peut-être que l'aspect financier des choses pourrait être finalement une sorte de carotte, parce que quand on reste chez soi, on dépense aussi un peu moins d'argent. En période de crise économique comme la nôtre, ça pourrait être peut-être un levier sur lequel tirer. Oui, Florent Manotta? Alors, ce qu'on observe quand même, c'est, on l'a vu tout de suite, Olivier l'a dit tout à l'heure, après l'épisode de la Covid, que globalement, il y a eu donc, ce que les médias ont appelé le revenge travel. Donc, en gros, malgré la crise économique qui a suivi, le voyage en tant que déplacement, le tourisme n'a pas réduit, a vite retrouvé les niveaux qui étaient les niveaux à l'époque les plus hauts jamais atteints en 2019. Et donc en fait, on s'aperçoit que nos populations urbaines ne réduisent pas tant que ça le budget voyage, ou alors ils vont voyager un petit peu différemment, mais finalement, on est sur un bien de presque, alors attention, hein, je le dis, presque de première nécessité, tant l'injonction et effectivement la peur de n'être personne si on n'a pas voyagé pendant la quinzaine du mois d'août, par exemple. Et donc il faut se justifier d'être resté chez soi, d'avoir eu une activité absolument, j'ai dû m'occuper de ma maman malade, etc. Sinon, on a l'impression qu'on a fauté, en tout cas, et qu'on est en faute par rapport à cette injonction. Aujourd'hui, comment on pourrait aussi aider nos concitoyens à prendre conscience? Alors, moi, j'ai des enfants en bas âge et aujourd'hui, je suis assez étonné, donc je dois le dire que l'éducation nationale parfois fait des choses relativement correctes.
Je suis assez étonné du niveau de connaissances écologiques qu'a ma fille de 6 ans, parce que lorsque l'éducation nationale a voulu prendre ce sujet, qui est un sujet important et qui n'est pas un sujet politisé finalement, qui est un sujet très identitaire d'ailleurs, lorsqu'il a voulu prendre ce sujet, ils ont réussi à le développer, à le faire, à le rendre vraiment naturel pour nos enfants. Je pense que en ce que le voyage est devenu et le tourisme est devenu un des biens de consommation les plus importants des Français, il serait important aussi d'éduquer les gens au voyage avec les réflexions notamment qu'a eu Olivier, avec les réflexions qu'on a eues dans la chronique de Raphaël Aïma, de, de montrer à la fois le respect qu'il faut avoir envers les populations, la façon de se déplacer, la façon de voyager pour que petit à petit les mentalités changent. Je pense que c'est pas vain, mais c'est vrai que ça rentre aussi dans une morale plus globale de l'éducation et de la morale, qui est quand même quelque chose qui a disparu de l'école, avec notamment le baby-boom. Et ce sont aujourd'hui les populations qui voyagent le plus, ces populations-là qui ont la morale qui avait disparu de leur école, et ce sont les populations qui voyagent le plus, aujourd'hui schématisées sous le même Bernard et Chantal, qui vont en croisière, qui ont du temps et qui ne s'occupent plus trop de leurs petits-enfants et qui voyagent énormément. Et c'est pas anodin que la génération de nos... Moi, je suis né en 86, hein, donc la génération de nos grands-parents ait une approche du voyage un peu différente de cette génération pré- et post-68 Et donc, je pense qu'on peut changer les mentalités, mais il faut une volonté nationale. Oui, une volonté et puis la mort des boomers finalement, Florent Manotas, c'est ce que vous appelez de vos voeux. Alors, je n'appellerai jamais de mes voeux à la fois ni la mort de quelqu'un et surtout pas des boomers, mais en tout cas le poids. Oui, on comprend. Ceci dans l'économie, la mort économique des boomers, en tout cas au profit de générations plus sensibilisées sur ce sujet. Mais je ne suis pas naïf non plus. On sera toujours le boomer de quelqu'un maintenant. Olivier Achenlaub, cette idée d'une politique publique, pédagogique, d'éducation à être une forme de nouveau vacancier, vous y croyez dans l'état actuel des mentalités, dans l'état actuel de l'école? Ça pourrait avoir un effet? Alors, sur un plan, je crois que le contexte actuel aide à une transition. On vient de le dire, hein, on est face à une crise financière qui ne va pas s'arranger dans les années à venir, qui fait que l'argent va être moins disponible pour partir en vacances. On a également un problème d'énergie et de transport. On sait que c'est des choses qui sont de plus en plus sensibles. Jean Covici avait lui-même créé un tollé en appelant à, je ne sais plus ce qu'il avait dit, 4 voyages par an, quelque chose comme ça. Bon, tout ça est en train de forger quand même un état d'esprit où on se rend compte que se déplacer loin devient compliqué. Et puis, je pense que parallèlement à ce problème, on va dire qui est relativement concret, le changement de mentalité doit s'opérer sur un véritable retour au sens des vacances. Et là, je vais prendre un exemple qui est un peu paradoxal, mais qui en dit peut-être long, même si des fois on pourrait considérer que c'est plouc. Le camping. Le camping reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel, dans lesquels des gens qui sont parfois modestes, mais qui disposent néanmoins de maisons tout à fait correctes, sont capables de se mettre pendant 2, 3 semaines dans des conditions qui sont bien plus inconfortables que ceux qui connaissent chez eux. Ils sont obligés de cuisiner sur une espèce de camping-gaz, de vivre dans des tentes, etc. Et tout ça, finalement, suffit à leur faire des vacances qui sont des vacances finalement très agréables. Parce que cette déconnexion, cette espèce d'effet carnaval, je fais autre chose que ce que je fais naturellement, aide probablement à se ressourcer ou recréer quelque chose qui nous permet de repartir du bon pied, même si ça reste relativement simple. Et je crois que c'est cette déconnexion qu'il faut essayer de trouver, alors que, comme l'a très bien dit Florent avant, les vacances organisées par le tourisme, c'est pas véritablement la déconnexion, puisqu'on va retrouver les mêmes choses, mais simplement dans d'autres endroits, mais qui finalement restent le même rythme, la même façon de s'organiser, etc. Donc le camping, malgré le côté très caricatural de la chose, est quand même un indice qui nous montre véritablement un sens que beaucoup parmi les Français n'ont pas perdu ou essayent de continuer à conserver. Oui, c'est Florent Manotas, je vous en prie. Alors sur le camping, aussi appelé l'hôtellerie de plein air, donc c'est assez important, c'est-à-dire que c'est vraiment
secteur franco-français, hein, on a 8000 campings en France, c'est 30% des campings européens. Ces 8000 campings, là par contre, où je mettrai un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, la tendance de fond depuis 2010, c'est que globalement, les campings 4 et 5 étoiles ont une progression de plus de 100%, là où le nombre de campings a un petit peu diminué. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 8000 exactement, on est à 7800, et on a pourtant plus de 100% de campings 4 étoiles, parce que les fonds d'investissement, notamment hôteliers, ont perçu ce secteur comme un secteur de rentabilité. C'est normal, parce qu'on peut rajouter des mobil-homes et sans fondamentalement changer la structure du lieu pour pouvoir accroître économiquement sa rentabilité. Donc c'est un secteur effectivement franco-français où il y a aujourd'hui qui est un petit peu revenu en odeur de synthé avec des émissions, des films et avec de plus en plus de Français qui voyagent en camping. J'avais j'avais envie de parler également, Romain. On a parlé du voyage et dans ce qu'a dit Raphaël Eyma, il y avait un petit peu la notion de voyage forme la jeunesse. Et ce qui est un petit peu pessimiste, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les voyages la forment de moins en moins. Une des raisons à ça, c'est premièrement parce qu'on a parlé de la globalisation, de la standardisation et de l'injonction à voyager, mais également parce que les vertus éducationnelles du voyage, c'était sa préparation. Et dans les années 70, en dehors des catalogues et donc des premiers tours opérateurs, il fallait quand même bien préparer son voyage parce qu'on avait besoin de le faire pendant un mois avant de partir, parce qu'il fallait changer notre monnaie, parce qu'il fallait aller se renseigner, il fallait peut-être prendre des risques, et on avait de l'imprévu. On a de moins en moins d'imprévus, donc ça ne forme plus grand monde, puisque finalement tout est prévu, et l'imprévu est géré par des assurances, est géré par de toute façon quelque chose qui est tout de suite... le client trouve toujours une solution à partir dans les endroits où il va voyager. Donc il y a de moins en moins de préparation, donc il y a moins d'imaginaire, et donc ça forme beaucoup moins la jeunesse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens, et j'en ai dans mes collègues, vont voyager à l'autre bout de la planète assez régulièrement, alors qu'ils ne situent pas correctement la simple géographie des villes françaises, parce qu'on n'y voyage plus tellement en voiture, où on apprenait les départements sur les plaques, etc. D'ailleurs, il n'y a plus les départements sur les plaques. On peut plus les apprendre comme ça. On voit bien. Alors, chers amis, nous arrivons au bout de cette discussion. On peut dire en conclusion que un des appels qu'on peut passer, c'est à la reconquête de soi-même, de son autonomie, de ce que l'on a réellement comme pouvoir, passe aussi par les vacances, par ce temps de repos. Nous sommes capables, on a vu à travers de multiples exemples. Alors vous pouvez suivre les pistes évoquées par Florent Manotta. Je vous demande de rester chez vous pour peindre vos volets. Éventuellement de partir en camping. Au-delà de la blague, il y a effectivement ce besoin, je pense, de pousser chacun d'entre nous à se poser, à redonner du sens à ses vacances, un sens sain, positif. Vous restez avec nous, l'émission n'est pas tout à fait finie. Je voulais vous proposer une seconde pause musicale qui m'a été soufflée par un camarade cher, Xavier Aimant, puisque nous allons écouter Damien Saez, qui se soigne un peu chaque jour, il se soigne de son gauchisme adolescent pour nous livrer une poésie contemporaine à travers cette chanson où il imagine un chevalier sur un skateboard. Alors j'ai choisi cette chanson à dessin, qui n'est pas directement celui des vacances, mais qui exprime le fait qu'au-delà de toutes les trahisons, les défaites, les blessures, les drames, les méchancetés du quotidien, il y a une force sublime de l'amitié, de l'amour, qui n'est finalement qu'une forme de celle-ci, et une joie infinie qui est procurée par la beauté de la nature, de la littérature, de la musique, de la poésie, de la gourmandise, du sentiment du sacré, du chaos des sens, du vrai luxe que nous offre la vie pleine et entière quand on sait la savourer. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas obligés de partir pour en saisir toute la puissance. Et cette vie, elle est justement, cette féerie de l'existence est menacée. Elle est menacée, on l'a vu dans notre discussion, par le réductionnisme matérialiste, économique, financier, qui ramène tout
à la marchandise, à quelque chose de quantifiable. C'est un sentiment qu'on peut aussi sentir lors des vacances, et donc restons à distance de la marchandise pour savourer la vie, et je retrouve un petit peu de cette idée dans Planche à roulettes de Damien Saez. À l'espoir qui s'élève, toi, t'as les yeux qui brillent. Nos deux cœurs qui s'embrassent et tout qui devient beau. Et la planche à roulettes qui ressemble à un bateau. Et puis ce macadam qui devient l'Atlantique. Nos âmes qui se noient d'océan Pacifique. Quelle que soit la tempête et la terre brûlée, mon vin sera le tien. Des filles et des conquêtes si ton cœur est blessé. Mon vin sera le tien. Quel que soit le pays, quel que soit le destin, le mien sera le tien. Quels que soient ces amours qui se perdent en chemin, le mien sera le tien. Nos rêves dans la tête et le monde à nos pieds. Sur nos planches à roulettes, nous sommes les chevaliers qui dévorent la lumière des continents de feu. Sous les hélicoptères, nous traçons tous les deux une ligne infinie à traverser le ciel. Au sein de l'incendie, survivra l'hirondelle. Course entre les buildings, nos âmes suicidaires. Rockslide sur des parkings jusqu'au cœur de l'artère. Les rêves dans la tête et le monde à mes pieds. Sur ma planche à roulettes, je suis le chevalier. Je fais le tour des terres sur mon morceau de bois. J'ai le cœur en hiver et le ciel est à moi. Tes rêves dans la tête et le monde à tes pieds. Sur ta planche à roulettes, tu es le chevalier. Tu fais le tour des terres sur Le livre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain.
Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « La perte d'un emploi ». Mon ami, mon épouse, je rentre le cœur lourd. 3 mois après nos noces, j'éprouve notre amour. Je vous prie, prenez place, j'ai à me confier. De grâce, abandonnez cet air de gravité. L'affligeante nouvelle que j'amène avec moi troublera nos 2 êtres, qui seront bientôt 3. Je suis confus, madame. J'ai perdu mon emploi. Ainsi de ma passion, mon honneur et ma foi. Mais enfin, cher Romain, que s'est-il donc passé ? Rassemblez vos humeurs, faites-les décanter. Vous étiez hier encore plein d'ardeur au travail. Que vaut cette missive dont l'impact est de taille ? Les portes du secteur que j'affectionnais tant se sont fermées. Ce jour-d'huit, fort brutalement. Blessé, je me présente à vous qui sanglotez. Hélas, aucun soutien n'est plus à espérer. Mais qu'allons-nous offrir à notre nouveau-né ? Quel toit, quel bien, quel don, quel sort, quel sens, quel blé ? Répondez-moi, Romain, quel Dieu est si cruel pour nous plonger vivants dans sa large écuelle ? Qui joue avec nos vies, jetant de sombres dés, malmenant notre calme, méprisant le foyer ? À l'aune de ce qui devrait être une fête, nous voici transformés brusquement comme massettes. Ah, quel est donc ce vide soudain qui prend ses aises ? Pourquoi subitement vos collègues se taisent ? Sont-ce des amis ? Ou des abonnés absents, ces êtres qui se sauvent diablement en courant ? Ceux qui, hier encore, riaient à vos côtés, cherchant à deviner le nom du nouveau-né, déposant des présents sur un bureau de choix, sont-ils effrayés du timbre de votre voix ? Qu'avons-nous fait de mal ? Comment interpréter ces bas agissements ? De l'homme licencié, est-ce le lot, privé de son statut social, relégué au rang de poussiéreuses annales, son cœur simple jadis, aujourd'hui crénelé, n'est autre que celui d'un pauvre condamné ? Frédéric, vous êtes par-delà fataliste. L'arrêt de ma carrière ne doit vous rendre triste. Je vous sais affecté, et je le suis aussi. Les jours nous semblent noirs et blanches sont nos nuits. Mais rendez-vous bien compte d'une chose précieuse. Les avanies ou les paroles calomnieuses n'atteignent pas le cœur pur, innocent des hommes. S'il y a lâcheté, il n'y a point mort d'homme. J'ai perdu mon emploi, non le sens du travail. Je garde le trésor, vieux père des trouvailles. Soyons forts tous les deux, sans douter l'un de l'autre. De la dépression, nous ne faisons l'apôtre. À l'aube de leurs noces de coton, les mariés surmontent les épreuves par les dieux envoyés et s'appliquent bien à s'en donnant les moyens, vivre leurs rêves afin d'en vivre demain. C'était la magnifique poésie de Frédéric de Cinquiaux, et maintenant je me tourne vers Gabriel Fouquet qui, vous le savez, désormais nous propose sa boussole artistique. Gabriel, la parole est à vous. J'ai longtemps tergiversé en rédigeant ce nouvel itinéraire, chers amis. En effet, on a rarement autant parlé de culture en France que cet été, et j'aurais pu entrer à mon tour dans la grande croisade pour la défense d'une culture française qui existe bel et bien, on ne le répétera jamais assez, ou vous demander votre avis à propos des vitraux multiséculaires de Notre-Dame, plébiscités par les Français et pourtant remplacés par des contemporains bigarrés, ni plus beaux ni plus laids. Faut-il y voir un signe de ce qui nous attend ? Voire mieux, m'offusquer contre la nouvelle déclaration d'Avignon, prononcée place du Palais des Papes ce juillet en arabe. Saine colère, vaine colère, en tout cas, il est loin le temps où Don Diego s'exclamait « Agréable colère, digne ressentiment à ma douleur bien doux ». Ah, sur ces mêmes planches, mais qui viendra maintenant venger le vieillard désarmé ? Qui aura du cœur aujourd'hui ? Bref, les polémiques ne prennent jamais de vacances, mais vous si. En tout cas, vous aimeriez qu'on vous en fasse. Plutôt donc que de m'engouffrer là-dedans, j'ai allumé la radio. Un classement éclectique des plus grands tubes de l'été m'a ramené sur l'autoroute A11. Le cœur de Claudio Capéo s'égare quelque part sur la Nationale 7, le mien roule à toute allure vers la côte atlantique. Nous l'avons dit, les vacances d'été s'accompagnent désormais d'injonctions au plaisir immédiat et au temps consacré à soi-même. Généreusement partagé, il est vrai, avec son surmoi et son ça. Pour moi, juillet et août s'enchaînent comme des rituels. Des souvenirs pérennes, des lieux fixes, des gestes aux ombres de rendez-vous. Je pourrais vous raconter ma Garenne à moi, pour citer le merveilleux roman de Jeanne Bourrin, égrener tendrement des noms et des instants éternels, vous les projeter comme ils défilent dans ma tête, une sorte de grand tour nostalgique et gourmand d'été ségurien. La mémoire finalement n'est qu'une boîte perdue dans un placard remplie de babioles et de photos. Vous savez, cette boîte qu'on range
juste là, comme ça, on saura où la retrouver. Mais si, vous la connaissez tous. À peine rangée, déjà oubliée. Vous la chercherez rageusement avant de conclure qu'elle n'a pas pu quitter la maison et qu'elle réapparaîtra bien un jour. Et quand enfin les clichés abandonnés refont surface, vous les redécouvrirez en plissant les yeux, comme s'ils étaient flous. Jusqu'au 18 août, le musée de l'Orangerie nous invite justement à nous tenir délibérément dans le flou, à faire un pas de côté, un écart volontaire aux frontières du réel pour mieux réenchanter le monde. Quelle meilleure métaphore des vacances que celle-ci, se mettre en marge de la réalité pour mieux l'appréhender. Les rituels consistent en la répétition de gestes invariables et atemporels. Cette immuabilité réunit corps et esprit, trop souvent divorcés par l'époque et la vie. Rassemblés, ils favorisent la méditation et le rêve, cette poésie issue de nos propres profondeurs que l'on ne peut entendre qu'une fois le silence revenu. Celui-ci peut alors se remplir de l'essentiel, la beauté, la volonté, l'espoir et à notre retour l'action. Je ne vous suggérerai donc que ceci, laissez flotter les rubans. Dans son recueil éponyme, la grande Jacqueline de Romilly nous enseigne à ne pas intervenir, à ne pas nous disperser dans une frénésie d'activités stériles, à nous abandonner aux fondamentaux sensibles, la terre, le corps, et intelligibles, l'esprit et la beauté. C'est en eux que nous puiserons les certitudes qui forgeront l'armure de nos combats à venir. Cette sprezzatura aristocratique façon prince de Lampedusa, admirablement défendue par Cristina Campo. L'expression tranquille et élégante d'une noblesse d'âme qui résulte en fait d'une ascèse invisible, d'une discipline exigeante. Traduit en idiome Iliade, cet été, laissez la place vacante à la nature, notre socle, à l'excellence, notre but, et à la beauté, notre horizon. Merci Gabriel Fouquet. Il nous reste quelques secondes à peine pour vous remercier pour cette boussole artistique que je m'empresserai de mettre dans mon sac à dos cet été. Je vous remercie Olivier Achenlaube et Florent Manotta d'avoir été avec nous. Vous savez, ces émissions sont toujours très courtes, très denses. Peut-être un dernier mot dans quelques secondes, si les gens veulent prolonger, est-ce qu'il y a une lecture, un reportage, un mot, si les gens veulent prolonger la réflexion? Oui, peut-être simplement revenir sur la En 2 secondes, en quelques secondes. Hein. Oui, sur le contrôle, sur l'imaginaire. Je crois qu'aujourd'hui, les vacances ne peuvent pas se faire sans le travail. Réfléchir à avoir un bon travail, avoir ensuite un chien, un potager et puis une carte de pêche dans son village suffit à ne pas avoir besoin de prendre de vacances et à pouvoir exceptionnellement préparer un voyage qui, lui, effectivement, est exceptionnel parce qu'il est rare et parce qu'il est consciemment réfléchi. Merci à vous et je vous dis au mois prochain. Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet puis Romain Petitjean, enregistré le 17 juin 2025 et le 16 juillet 2025, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 4 août 2025 de 18h à 21h et réalisé par Aline, Stéphane et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.